Et si on parlait d'un des meilleurs meneurs de la conférence Est, Clairement. celui des Detroit Pistons, puisque ça va plutôt bien dans ce début de saison NBA. Mieux que ce qu'on espérait. Oui, puisqu'ils sont à 4 victoires et 7 défaites. Bon, ok, mais surtout 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Il y a eu la défaite quand même hier soir face aux Houston Rockets, mais on voulait s'arrêter un petit peu sur Cade Cunningham, bien sûr, connu de tous. Cade Cunningham est un joueur en devenir. Tu te souviens que les copains d'envergure nous disaient que c'était, d'après eux, un joueur générationnel avec le genre de mec qui peut changer l'histoire d'une franchise. Bon, à Détroit, ça a du mal à décoller, mais on devait quand même s'arrêter sur lui. En plus, il vient d'enchaîner 3 triples-doubles. Donc, c'est un peu le moment de discuter de lui. Parle-moi un petit peu de ce début de saison, Erwan, de Cade Cunningham. Je te donnerai les stats juste après. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'il est à la fois un joueur moderne. Il a les qualités des joueurs modernes et aussi les qualités des joueurs un petit peu plus à l'ancienne. C'est un grand meneur de jeu qui depuis qu'il est drafté, est quand même dans un contexte minable. Il faut le dire. Minable, et on l'a jamais entendu parler, on l'a jamais entendu moufter sur ce qu'il vit à Détroit. C'est sa troisième année. Il est quatrième année. Il a déjà connu trois coachs. Je pense que ce qu'il a gagné en cumulé depuis qu'il est en NBA, ça équivaut à une bonne saison d'une équipe qui finit premier de saison régulière. Donc il en chie, il en a chié. Et je parlais de 3 coachs, et là il a JB Bickerstaff. Ça m'étonnerait que JB Bickerstaff soit son coach. Donc ce mec pendant longtemps. Ce que je vois chez ce mec-là, c'est qu'il fait des choses. Il arrive quand même à tenir tête au meilleur arrière meneur de la ligue, et qu'il est dans un bourbier où finalement l'équipe qu'on construit autour de lui, j'ai pas l'impression que les Pistons arrive à construire autour de lui. On prend tout le temps, tu sais, on draft toujours au talent, certes, mais au bout d'un moment, alors oui, il y a peut-être des talentueux autour de lui, mais en tout cas, il y a aucune, pour l'instant, cohérence, je trouve, collective. Ils ont pas de coach vraiment installé, et lui, par contre, il arrive à faire des choses, et il arrive même, du coup, sur ce début de saison, à faire gagner un peu plus de matchs que prévu à cette équipe. On va revenir sur comment et pourquoi, parce qu'il fait plein de belles choses sur un terrain. Mais voilà, moi, je trouve que déjà, dans l'attitude, dans sa manière de jouer, dans sa manière d'être, c'est un mec, pour terminer, rassurant, je trouve. C'est un mec rassurant sur le terrain, c'est un mec rassurant en dehors du terrain. Il a tout d'un leader. Il est en dessous de ce que peut faire un Luka, par exemple. Mais je trouve pas mal de similitudes, en tout cas, entre les deux, par exemple. Ouais, ça se tient. Alors, Détroit, donc, dans ce début de saison, est 10e de la conférence Est, avec le bilan que je vous ai dit tout à l'heure, 4-7. L'avantage de la conférence Est, c'est que si t'es à 36% de victoire, t'es dans le play-in. C'est magnifique. Et si t'es à l'équilibre, t'es même 4e de la conférence. Non, t'es 3e, pardon. Indiana 5-5, 3e. C'est fou. Orlando est 4e, 5-6. Terrible. Non, c'est un début de saison compliqué. Je pense qu'on en discutera un petit peu plus longuement une autre fois, là, de la différence entre les deux équipes. Cade Cunningham, donc, 11 matchs dans ce début de saison. Il a 23 ans maintenant. Il est à 23 points, 8,3 passes, 7,3 rebonds. Donc, le mimétisme assez clair, pour tout le monde avec Luka, c'est que c'est un meneur de jeu grand, c'est un meneur de jeu qui porte beaucoup la balle, qui joue beaucoup de pick and roll, c'est un meneur de jeu qui est hyper polyvalent et qui remplit toutes les cases. Bah oui, quand t'es à plus de 8 rebonds et à plus de 7 passes, les 3 triple-doubles vont dans ce sens-là. Il est exactement le type de meneur de jeu qu'on adore d'ailleurs, hyper sobre, et ça rejoint ce que tu dis, très mature. Depuis ses débuts d'ailleurs, il est très mature dans son jeu. Mais même dans sa palette offensive de scoreur, parce que c'est un mec qui tourne à plus de 22 points par match. Donc 23 maintenant. Ouais. 23, on peut le qualifier quand même de scoreur. Dans sa palette, tu l'as dit, forgeur de pick and roll, mais en même temps, du mid-range, du post-up. C'est un mec qui est cool à voir jouer. Et souviens-toi quand il commence sa carrière, les 3 premiers matchs à 3 points, c'est dramatique. Il fait 0,5, 0,9, 1,8. Et on se dit, il peut pas mettre un tir. Aujourd'hui, c'est un mec qui est autour des 35%. Il a 35%. Voilà, 35% à 3 points. Il est dans la passe aussi. Ce que j'aime bien, dans la comparaison qu'on fait avec Luka, on sait que des fois, Luka, qui a un talent exceptionnel, on dit, il est omnipotent. En fait, Luka, quand il a pas la balle, il fait rien. Oui. Pas Cade Cunningham. Cade Cunningham, tu le vois souvent, il lâche la balle assez rapidement. C'est vraiment un meneur. C'est un vrai meneur. Il peut être aussi un pass first par moment. Mais tu le vois, quand il va se mettre dans le corner, quand il prend les écrans, il est tout le temps en train de faire ça, de parler au mec, de le jeu sans ballon. Donc c'est vraiment un joueur très complet. Et c'est très cool son début de saison, je le trouve très intéressant. Et c'est presque frustrant finalement de me dire putain, mais il est dans ce bourbier, parce que on a déjà presque envie de le voir dans un autre projet. Ouais, quelque part. Alors la comparaison avec Luka, elle s'arrête sur 2 trucs d'après moi. Le talent intrinsèque, je pense que Luka est vraiment un haut talent. Tout à fait. Et l'autre chose, c'est que c'est en faveur par contre de Cade, c'est qu'il y en a un qui défend, et c'est pas Luka. Cade Cunningham est un super défenseur. C'est tout à fait le genre de mec que j'ai envie de voir un jour en play-off. Alors je lui souhaite que ce soit en 2025, mais
il a toutes les qualités, donc de leadership, t'en as parlé, la maturité dans le jeu, côté pass first, mais capable de scorer aussi et prendre le jeu à son compte. On l'a vu mettre un contre exceptionnel à la dernière minute, c'était il y a 2 jours. Ils ont fait 3 matchs dans le money time qui s'est joué à la dernière seconde. Là, et c'est lui qui s'occupe de 3. Tout à fait, t'as raison. Hier, c'est Jaden Ivey qui a pas réussi à finir, mais dans l'idée... le layup face à Atlanta. Le layup face à Atlanta, clairement. Et le compte, c'est Okongwu, je crois, qui prend un contre de fou de sa part. Donc, sa défense va lui permettre, à un moment donné, quand il va être dans une équipe ambitieuse qui gagne des matchs, devrait lui permettre d'être rapidement le star, je le souhaite de cette saison, mais d'être rapidement le star et d'être rapidement parmi les meilleurs meneurs de la ligue, mais avec des résultats, parce que tant que t'as pas de résultats, on pourra jamais dire que t'es l'un des meilleurs meneurs de la ligue au vu de la concurrence. Après, c'est pas un scoreur. Pour moi, ce qu'il fait avec Détroit, il pourra le faire, il pourra le décupler partout où il ira. C'est pas Cam Thomas. Je te dis pas. Tu vois, Cam Thomas, on avait fait une vidéo sur lui, on se disait, oui, alors dans un rôle, d'un projet, faudra qu'il score moins, faudra qu'il soit 6e homme. C'est une première option ou deuxième option, pas moins. Dis-moi ce que t'en penses, tu vois. Je pense que Cade Cunningham, c'est tout à fait le genre de mec, si Détroit n'arrive pas à enclencher, je vois pas comment il pourrait, un projet cohérent. Je sais que Wax nous écoute et ça doit le rendre fou d'entendre ça, mais pour l'instant, je vois pas de projet cohérent commencer côté Détroit. C'est le genre de mec, une équipe qui veut gagner le titre, elle va faire un trade un jour pour lui et pop, il va faire la bascule d'une équipe potentiellement outsider à une équipe où on se projette en disant ah ouais, cette équipe-là elle peut franchir des caps, aller en finale de conf, voire en finale NBA. Un peu comme Mike Bibby quand il arrive à Sacramento. Ouais. Voilà, dans l'idée. Il est censé être plus fort quand même. Hein? Il est censé être beaucoup plus fort. Oui. Non mais je te parle de ce genre de move. Bah, le truc c'est que c'est une star et que le contrat qu'il a signé cet été, 224 millions, c'est pas des trucs comme Mike Bibby. Tu vois ce que je veux dire? Mais je te dis pas que ça va arriver dans 2 ans. Ouais, mais ça n'empêche que il est signé comme une superstar. 224 millions, c'est le max pour quand tu arrives à la fin de ton contrat rookie, que c'est une première option. Donc, il sera toujours parmi les meilleurs joueurs de son équipe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, ce truc de le chaînon manquant, pour moi, c'est à un moment donné, j'espère qu'il va partir ou que Détroit va faire le trade ou qu'ils vont développer le mec assez fort pour lui permettre d'être associé à un mec qui te fera gagner des matchs. Tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement ce que tu dis. Regarde, plus que le chaînon manquant. Je l'ai noté, c'est que dans toutes les qualités qu'on lui donne, qu'on lui prête, c'est que il y a un truc qu'il n'a jamais connu pour l'instant, c'est de jouer lui aussi un jour comme tous ses concurrents, de jouer avec une autre superstar, voire 2 autres superstars. Et moi, je suis persuadé que tu lui mets 2 autres superstars, ou alors tu leur vends un projet où c'est Cade Cunningham qui est meneur, ben je pense que les mecs ils vont dire ah ouais, moi ça me dit bien de jouer avec lui. Tu vois, il a ce truc-là. Il a ce truc-là vraiment de se dire, où je me dis, putain, mais t'es une superstar, il y a un plan d'aller jouer avec ce mec-là, ou alors de le faire venir. Mais je pense que il aura ce truc, je te dis, de mettre de l'or, de donner à manger. Je pense que ça doit être très agréable de jouer avec lui. Et c'est ce qui donne. Et donc, quand je me projette à Détroit ou ailleurs pour lui, je me dis qu'attirer des joueurs supérieurs et l'associer à lui, ben ça, j'ai hâte. Je suis très impatient de voir ça. Ok. Et un truc intéressant, 2 même. 3 parce qu'on va accueillir un auditeur. Mais d'abord le nombre de victoires sur les dernières saisons. Je te les donne comme ça brut. Depuis la saison 2019-2020. 2018-2019, c'est la dernière fois que les Pistons vont en playoff avec Dwayne Casey, soit 41-41. Ça remonte. Hein. Ils sont sweepés par Cleveland, tout à fait, au premier tour. 2019, non. 2019, non. Non, attends, ils se font quoi? Non, c'est pas 2019 alors. Ça, c'était avant ça. Je veux te dire ce qu'ils ont fait. Ils se font sweeper par les Bucks. En 2019. Donc, Dwayne Casey, 20 victoires. Dwayne Casey, 20 victoires. Dwayne Casey, 23 victoires. Dwayne Casey, dernière année, 17 victoires. Monty Williams, le plus gros contrat de l'histoire pour un coach, 14 victoires l'année dernière. Donc là, l'objectif, il est quand même de franchir la barre symbolique des 23 victoires, en hommage à Michael Jordan. Voilà, ça, c'est la première info. L'autre info que je vais donner, c'est que j'ai envie aussi de parler de sa draft et des mecs autour, et j'ai envie que tu me dises s'il a pris du retard par rapport aux autres. C'est lui qui aurait dû être le premier All-Star dans cette classe de draft, voilà, genre générationnel et tout. Et c'est pas le cas, puisqu'il y a Jalen Green qui est derrière lui, Evan Mobley qui est derrière lui, Scotty Barnes a déjà été All-Star, et il est là, il est 4e choix de cette draft, Jalen Suggs, Josh Giddey, Jonathan Kuminga, Franz Wagner, Davion Mitchell, Zaire Williams, je vais pas faire l'offense d'aller tout en bas, mais tu vois, il y en a déjà un qui était All-Star et malheureusement ça n'a pas été lui. C'est Scotty Barnes. Ah mais c'est dingue. Mais tomber, alors Scotty Barnes, il est le bourbier de Toronto. Il va être important sur les prochaines saisons aussi, mais tomber dans des endroits et c'est pas. On a réussi là-dessus, quoi. Voilà, la NBA, ça reste aussi malgré tout le talent que tu peux avoir, ça reste malgré tout.
ça reste malgré tout un peu la pièce en l'air. Et ce qui est terrible, c'est que ce qui me fait mal au cœur pour lui, c'est que Détroit, depuis qu'ils l'ont drafté, c'est qu'ils font n'importe quoi. C'est qu'en fait, ils n'ont rien réussi autour de lui. Et je te dis, lui, dans le comportement, dans les stats, il a une vraie progression linéaire. Progression à la passe, progression au point, progression au rebond. Il y a juste une saison où il prend un petit peu moins de rebond, mais derrière, l'année d'après, il encaisse. Donc, sur les 4 saisons, il est toujours en progression. Et cette année, encore, il progresse. Mais Détroit n'a, pour l'instant, pas réussi à mettre ne serait-ce qu'une première pierre autour de ce mec-là. Clairement. Et ça, c'est problématique. Tu sais, quand on parle des Pistons, il y a toujours un homme qui doit nous appeler. T'en as parlé vite fait. C'est Wax. Wax nous a appelé pour discuter de sa franchise de cœur, sa franchise préférée, les Detroit Pistons. Salut Wax, est-ce que tu nous entends? Salut Wax, est-ce que tu nous entends? Waxos. Hello Wax, il est là. Ça va? Ça va et vous? Ouais, on est là, tranquille. Tranquille. Ça dit quoi? Ça casse du sucre sur le projet Pistons. Le quoi, pardon? Le quoi? El Projecto. El Projecto, mon gars. Ok, excuse-nous, Quincy Jones. RIP. RIP. J'ai la rêve. Bah, j'espère. Bah alors, parle-nous un peu de Cade, avant de parler du projet Pistons, là. Parle-nous un peu de Cade. Est-ce que c'est ton joueur préféré? Est-ce que t'as son maillot? Maillot parce que tu sais, les Pistons me l'avaient offert là quand il était venu à Paris avec les Bulls. Ouais. Ah oui. Honnêtement, je sais pas si je l'aurais acheté perso parce que quand même le mec il a joué très très peu de matchs finalement en fait quand tu calcules les 4 années les unes derrière les autres, il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de choses. Honnêtement, vous avez fait des comparatifs un peu Luka Doncic et tout. On est loin de ça. On est très très loin de ça. On a fait des comparatifs sur les grands meneurs arrière qui font point passe rebond quoi. Moi, il me fait plus penser. Alors, c'est pas le même poste et tout, mais il me fait plus penser à Sharif Abdul-Rahim, tu vois, genre de mec qui est très fort dans une équipe qui fait rien. Ah ouais, d'accord. Je vois. Alors, on n'est pas sur le profil, mais on est sur l'impact. Tu le trouves impactant, toi? Moi, là, le début de saison est cool. Mais globalement, dans son jeu, vous trouvez qu'il y a un truc qui pourrait présager un avenir radieux? Bah, j'ai quand même la sensation pour lui, en tout cas, oui. Oui, après, le problème de ces franchises-là et de ces équipes, c'est que si t'es un super passeur, que tu fais une passe et que le mec tout seul rate le tir, bah, en général, tu gagnes pas de match. Donc, parfois, je trouve que disons que tu sais, l'excuse de l'entourage, des joueurs, etc. autour, là, machin, c'est un peu facile. Pour Cade Cunningham, je pense que ça se vaut vraiment, quoi. Il a rarement eu des top talents autour de lui. On peut discuter de beaucoup de jeunes talents au sein de l'effectif, hein. Franchement, il y en a plein, moi, qui me plaisent énormément. On pourra en parler un petit peu avant. Ouais, Jaden Ivey, Jalen Duren, il y a plein de jeunes mecs qui sont intéressants. Mais jusque-là, il a jamais eu l'effectif pour vraiment gagner des matchs. Ça aurait été un exploit incroyable. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, de toute manière, globalement, on fait le meilleur début de saison possible depuis facile 7 ans, tu vois. Donc, il y a plein d'espoir. Jalen Duren, ça peut marcher avec lui. Franchement, ça peut fonctionner. Moi, j'y crois pas, par contre, au projet trop Jaden Ivey. Ouais. Il y en a beaucoup qui font des comparatifs avec d'autres bacs courtes, etc. Moi, je trouve que ça fonctionne pas de ouf, tu vois. Après, Jaden Ivey, je pense qu'il a, effectivement, il a un potentiel, mais ça serait plutôt une sortie de banc pour moi. Il a le profil, ouais. Il faudrait trouver, je pense, un arrière qui soit plus Cade compatible. Et d'ailleurs, on l'avait vu. En fait, finalement, moi, j'aurais rêvé que Killian Hayes je trouvais qu'il y avait un truc qui pouvait fonctionner plus entre Killian Hayes et enfin, t'en es pas revenu un peu de ça. Et Jaden Ivey. Ouais, là, c'est un peu c'est un peu romantique ce que tu nous racontes, mon Wax. Alors, on lui souhaite à Kylian de revenir NBA, mais là, il a eu sa chance, il a joué avec. Au bout d'un moment, excuse-moi, frérot, j'ai du mal à m'exprimer. Ce que je voulais dire, tu dis que ce sera son Scottie Pippen, Kylian Hayes, c'est incroyable. En sortie de banc, les deux, il y aurait eu quelque chose qui aurait été plus mieux. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, tu dis un truc intéressant, c'est tu dis, il est Jaden Ivey est pas trop Cade Cunningham compatible.
Moi, je trouve ça archi intéressant parce que pour moi, Kate Cunningham, il est compatible avec tout le monde. Après, si tu mets des deuxièmes arrières qui veulent d'abord scorer avant tout, mais j'ai quand même l'impression, même si il y a des affiliations qui marchent mieux que d'autres, et Thomas, toi qui est meneur de jeu, est-ce que t'as pas cette sensation-là de dire que Kate Cunningham, en fait, c'est presque un compatible avec beaucoup de manières de jouer et beaucoup de joueurs? Sur le principe, oui. Tu vois, sur son profil de base, j'ai envie de te dire oui, mais en fait, tant que je l'ai pas vu performer avec un autre arrière et gagner des matchs, je pourrais pas te dire ce qui est le mieux pour lui. Donc, il y a la théorie de base entre le meneur plutôt gestionnaire qui est capable de marquer des points et l'arrière scoreur qui prend en charge le scoring, etc. Maintenant, la NBA a tellement changé. Moi, Kate Cunningham, j'attends juste qu'à un moment donné, il trouve son Klay Thompson, tu vois. Il trouve un gars avec qui, peut-être que sur le papier, ils sont pas forcément complémentaires. Tu vois, Steph et Klay, sur le papier, on pourrait se dire qu'ils sont pas forcément complémentaires. Alors, ils vont se marcher dessus, shooters. ces deux shooters. Voilà. Alors que finalement, l'alchimie, elle se crée aussi avec le temps et tout. Donc, moi, je serais moins dur avec Jaden Ivey. Je pense que c'est un gros potentiel. Toute proportion gardée, trop gros potentiel, c'est un gars, s'il exploite son potentiel, il aura peut-être une sélection All-Star. C'est un mec qui peut être à 22-23 points à un moment donné. Je te dis pas qu'il gagnera des matchs. T'en vas beaucoup des All-Stars quand même, hein. Mais parce que c'est la réalité de la NBA. Entre le nombre de mecs qui ont du potentiel pour être au top et qui l'exploitent, la différence, elle est énorme. Okay. Mais Jaden Ivey, c'est un mec qui a 18 points par match cette saison. Je le vois faire des choses, tu vois. Mec, ça fait 2 ans qu'il a NBA, le mec. Ils ont 20 ans. Ils ont 20 ans. Donc, si vous mettez des croix sur des gars quand ils auront 27 ans, c'est votre problème. Je mets des points d'interrogation. Mais moi aussi, mais j'ai des énormes points. Je te dis que quand je regarde Jaden Ivey, je me dis, il y a un monde, une trajectoire. Ouais, il peut être All-Star. Je t'ai pas dit qu'il sera MVP. Je t'ai pas dit qu'il sera champion et MVP des finales. Je te dis que aujourd'hui, il y a tellement de mecs qui sont All-Star et on se demande un peu ce qu'ils foutent là que bon bah, tu vois, quand je vois les débuts de Chris Middleton, difficile d'imaginer qu'ensuite ce sera une seconde option d'un champion en titre. Donc voilà. Avec les ballons pour finir. Avec les ballons pour finir. J'ai une théorie sur les Pistons là-dessus. Tu vois, en tant que centre de formation, évidemment, tu vois, pour moi, c'est l'anti-hit. Tu vois, c'est-à-dire qu'au hit, ils arrivent à prendre des joueurs, à les mettre à 250%. On dirait que, pour ceux qui connaissent un peu Dragon Ball, on dirait qu'ils leur mettent le M sur la tête, là, à la Babidi, tu vois. Genre, les mecs deviennent archi chauds, alors que vraiment, dès qu'ils se tirent du hit, c'est plus personne. Ils redeviennent le projet qu'ils étaient à la base, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors que les Pistons, c'est différent. C'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont des gars chauds, rien avec eux, et les mecs se développent dès qu'ils se tirent. T'as cité Chris Middleton, c'est un très bon exemple, mais il y en a plein des comme ça, hein. Franchement, même à l'époque, bon, il s'est pris un gros Monroe, gros dunk dans la tête, là, je me rappelle plus comment il s'appelait, là, le meneur. Brevy Knight. Pas Brevy Knight. Knight, c'est Nice. Non, Brevy Knight. Quoi, Brevy Knight, c'était un petit meneur de Cleveland à l'époque, c'est pas Brevy Knight, c'est. Je veux dire Kevin Knight, mais c'est pas ça. Non, Knight. Oui, c'est Knight, celui qui allait à Phoenix. Brandon Knight. Brandon Knight. Ouais, voilà. Disparu, lui. Après, il s'est développé. Il y en a plein des comme ça, tu vois, des histoires, surtout aux Pistons, vraiment. Ils sont flingués d'histoires comme ça. Mais Spencer Dinwiddie, plein de gens comme ça, tu vois, qui sont allés se développer ailleurs et qui ont eu des carrières cool, tu vois, derrière. Et en fait, ils n'arrivent pas à faire le truc. Je suis sûr que Jalen Duren, tu le fous dans n'importe quelle équipe, c'est un pivot plus, tu vois. Et là, aux Pistons, bah, tu sais, c'est vraiment up and down et tout. Alors bon, après, on va voir si JB Bickerstaff peut changer quelque chose là-dedans. J'ai peu d'espoir. Quand je vois ce que Cleveland est devenu depuis son départ, alors que le matos n'a quasiment pas changé, je me dis waouh. À côté de ça, les gars, il a gagné un quart de match. Enfin, le quart du nombre de matchs de Monty Williams qui est censé être un top coach de l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire, c'est parfois. Il n'y a pas de vérité. Il y a peu de vérité. Peut-être que le discours là passe, qu'il se passe un truc. C'est quoi la vérité alors ? C'est Tom Gore. La vérité, c'est Tom Gore. Ouais, clairement. On n'en parle jamais, mais lui, il est honteux, ce mec. Ah, ça. Il porte bien son nom, hein. Ouais. C'est un film d'horreur. Oh, ce bâtard, là, putain. Tu m'étonnes. En tout cas, pour rester sur les Pistons, moi, ce que j'aime, c'est qu'ils font des matchs. Tu gagnes, tu perds, mais je vois déjà. C'est très cohérent. Voilà, des matchs, ça défend, voilà. Ça joue des dernières possessions. On l'a dit là sur la dernière semaine, il y en a 3 d'affilée. Attends, ça fait déjà une énorme différence. Moi, j'aime bien les équipes qui font des matchs. Après, tu gagnes, tu perds. Les 2 dernières saisons, 3, voire à minima, à ce moment-là, on était déjà, les Pistons, c'était, allez, on n'en parlera pas cette année, c'est ghetto. Alors, sauf s'il faut une série de défaites et qu'ils battent un record, là, on ira en parler. Mais là, on en parle presque en disant du bien. En tout cas, moi, je trouve
trouve que ce début de saison est très cohérent et qu'il se passe des choses qui sont dans les matchs, qu'ils en gagnent, mais c'est déjà un step énorme par rapport à ce que tu fais depuis 3-4 ans. Ouais, je suis complètement d'accord. Et effectivement, ça leur fait pas vraiment honneur en vrai par rapport à ce qu'ils se tapent sur le terrain, leur bilan. Mais en vrai, il y a 1 ou 2 matchs qu'ils auraient pu prendre. Et chaque fois, les matchs quand même sont un peu relevés. Un peu, tu vois. Je suis en train de compter. En tant que fan des Pistons, il y a de quoi regarder, quoi. Je suis en train de regarder parce que l'année dernière, vous vous souvenez de la série de défaites? Ouais, c'était combien déjà? 28. Ouais. 28. 28, ouais. 28 défaites d'affilée, sachant qu'à un moment donné, leur bilan, c'était 3-37. Oh, putain. Ah ouais, tu m'étonnes, ils ont gagné 4 matchs, les mecs, en 11 matchs. Non mais bravo Piston, bravo à Cade. N'oublions pas d'où on vient. C'est le Voilà. Père Noël de ma vie. Oh la vache. N'oublions pas d'où ils viennent. Voilà. Bon, alors, vas-y, on se projette un tout petit peu là. Qu'est-ce qu'on souhaite aux Pistons du coup là sur les semaines qui vont arriver? Je vais donner le schedule, mais qu'est-ce que tu souhaites pour ton équipe, Wax? Ce que je souhaite pour mon équipe, mec, ça n'arrivera pas. Parce que c'est ou Cooper Flag, entre guillemets, et ils vont le rater parce qu'ils vont gagner les quelques matchs de trop qu'il fallait pas gagner cette année, ou alors ils vont rater le play-in. Tu sais, pile le truc qui fout la rage, genre à 4-5 matchs, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Bah, écoute, ça va être un entre-deux dégueulasse. Après elle était évitable, entre guillemets. Mais Wax, l'entre-deux, ça quand même, ça montrerait une vraie progression quand même, parce que si pour moi même ils sont à 3-4 matchs du play-in, moi c'est une progression à laquelle je ne croyais absolument pas. Ça veut dire qu'il y a des mecs quand même qui se sont un peu révélés, et il y a un collectif qui a commencé à se créer. Alors oui, mais un collectif où il y a Tobias Harris et Tim Hardaway Jr., etc. On sait que c'est des gens qui vont pas rester. Enfin, Malik Beasley, bien sûr. C'est qu'il faut remettre dans le contexte qu'il y a plein de gars qui viennent ici pour pas pour faire grandir les Pistons, mais pour faire grandir un petit peu leur porte-monnaie et être un peu attractif pour aller rebondir ailleurs. Et c'est pour ça que j'avais envoyé un message à Polo en vous entendant quand t'as dit Cade Cunningham, bon, on lui souhaite d'aller jouer ailleurs. Ah non, frérot, s'il te plaît. Laisse-nous ça au moins, tu vois. Ah, les Pistons, de ce que tu me dis, c'est un petit peu la side chicks le pansement, quoi, entre deux relations. Ah ouais, c'est pour ça pour toi. Pour moi, c'est juste la poubelle de la ligue. Hein. Ah, d'accord. Bah, regarde, je vais vous redonner quand même. Ah, t'appelles ça comme moi, ça marche aussi. Mais non, mais écoutez le roster, vous allez comprendre. Bon, Cade Cunningham, drafté là, pas le choix. Jaden Ivey, drafté là, pas le choix. Tobias Harris, bon, bah, il y a que les Pistons qui lui ont donné un contrat, il est là. Alors, tu vois les stats Erwan de notre gars sur Tobias, il a 13 points par match et 7,5 rebonds. Bravo Tobias, continue. Tim Hardaway Jr. Est-ce qu'il a le choix? Oh la vache. Il est là. Malik Beasley, il a eu sa chance dans les grosses équipes. Et non, maintenant il est à Détroit. Jalen Duren, il est en otage, il a pas le choix. Simone Fontecchio, bon, ça c'est la famille, mais bon, c'est son niveau là aujourd'hui d'être là à 18 minutes par match à Détroit. Ron Holland vient juste d'être drafté, on verra. Paul Reed, la poubelle de la NBA, accueille toujours les manchots. Paul Reed est là. Isaiah Stewart est encore là pour l'instant, mais lui, je pense qu'à un moment donné, il va être dans un autre projet et ça va bien se poser. Ça va bien se passer, pardon. Enfin, Marcus Sasser, bon, je lui en veux pas, mais bon, ça c'est en Eurocup dans 2 ans. London Lions. Parce que t'aimes bien. Ça sort. Bah ouais, la base. Malade. Oui, Marcus Sasser. Voilà, t'entends le roster. Le roster, il est terrible. Le roster, c'est soit t'as été drafté, donc t'es ligoté, soit personne veut de toi, donc t'as des droits. Ça rime, c'est incroyable, j'ai fait un t-shirt. Bref, voilà. Oh, on a été bien, je trouve qu'on a été très positif sur Cunningham, mais sur les projets de Détroit. Moi, on m'enlèvera pas l'idée que ce mec-là, à Détroit ou ailleurs, on l'a presque oublié. C'est un premier choix draft qu'on a oublié. Aujourd'hui, on est là encore en train de parler de Zion dès qu'il se casse un ongle, mais on a oublié de parler après lui, quand il était tout le temps blessé aussi, on rappelle que ce sophomore, 12 matchs. Il y a eu des blessures. Et l'année dernière, il rate 20 matchs. C'est un mec aussi qui est très Unjiru. Mais en tout cas, moi, c'est quelqu'un en qui j'ai envie de croire, parce que quand je le vois jouer, pour moi, il fait des choses qui vont lui permettre à un moment donné d'intégrer un projet, ou en tout cas, si on l'entoure bien, d'incarner un projet à Détroit. Alors, on va remercier Wax de nous avoir appelés. Merci. Ouais. Merci le Waxos. Merci Wax. On souhaite à Cade Cunningham d'avoir un truc un peu à la Anthony Edwards, où en vrai, l'année dernière, il y a eu une espèce de révélation Anthony Edwards de ouf, et on souhaite la même chose à Cade Cunningham, tu vois. Un premier draft un peu oublié, comme tu disais, qui va réussir
à remettre un peu de baume au cœur aux fans des Pistons. On lui souhaite. Tout à fait, je leur souhaite. Tout à fait. Bon, après, il est dans une franchise qui a tendance à gagner des matchs par rapport à celle des Détroit, nos amis des Wolves. Bref, merci Wax. Merci mon Wax. Ouais. Merci à vous les frérots. Bisous. On embrasse Liam qui nous regarde. Ah bon? Lequel? Le boss? Liam Brun. Mais non. Liam Brun. Mais il est 21h16. Ouais, bah, apparemment, tu sais, faut le calmer. Donc, apparemment, vu qu'ils ont du mal à le faire dormir, Laetitia et Steph, ils l'ont mis devant la libre antenne. On embrasse le petit Liam. Coucou, mon grand! Alors. Bisous à la famille et bisous, Steve. J'ai trop hâte de le revoir. Bah ouais, ça fait longtemps que vous êtes pas vus, là. Félicitations, Wax. Félicitations, Wax. Attention. Allez, bisous. Merci, Wax. Avant d'enchaîner sur un autre sujet, je voulais absolument discuter un petit peu avec Jalen. Jalen qui nous appelle depuis, il va nous dire, hein, tout simplement. Jalen, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends très bien, les gars. Salut, Jalen, tranquille? Ouais, ça va super, et bon. Ouais, ça va. Franchement, ton match hier avec OKC, lourd. Hein. Bon, blague de merde, mais bref. Faible. Tom, ouais, très faible. Tom me disait, c'est Tom qui m'a écrit la blague en plus, donc c'est ravi. Tom est au téléphone, vient de me dire que tu suis Cade Cunningham depuis le lycée. Donc t'es à fond derrière Cade, si je comprends bien. Franchement, pas à fond, mais franchement, j'adore le joueur. J'adore en fait ce type de meneur. En fait, ça sonne juste la révolte de se dire que depuis 5-6 ans NBA, les meneurs sont grands. Et les meneurs peuvent défendre, et les meneurs peuvent créer en même temps et être dans le scoring, que ce soit la passe, même en défense, dans tout. En fait, tu peux même prendre l'exemple avec les garçons comme Tyrese Haliburton, etc., qui sont des meneurs grande taille, Luka Doncic, etc. En fait, ça montre juste que on est dans une nouvelle ère NBA. Et je sais pas si vous pouvez être d'accord sur ça, mais moi, en tout cas, je le ressens, en tout cas, de plus en plus. Donc, en fait, c'est d'où vient, on va dire, mon amour pour ce joueur, parce qu'en fait, je le trouve franchement extraordinaire. Est-ce que Attends, Jalen, je me permets. Thomas commence la vidéo en disant, et il n'y a pas de honte à ça, au contraire, hein, t'es à fond derrière Cade Cunningham, tu dis non, pas à fond, et 30 secondes après, tu lui dis, je l'aime d'amour, et t'as le droit! T'as le droit! Il y a le droit! Et dans une histoire d'amour, il n'y a pas 1000 façons de faire, faut assumer ses sentiments, mon gars. Non, mais j'apprécie. C'est un de mes joueurs préférés hors les joueurs de mon équipe, par exemple. Franchement, ça c'est. Alors, dis-moi, tu le places où par rapport aux meilleurs meneurs de la conférence Est là? Parce que bon, il y a du Damian Lillard, il y a du Jrue Holiday, il y a du Tyrese Haliburton, on en a parlé, on pourrait tous les citer là. On se situe où aujourd'hui, le mec qui gagne pas de match? Malheureusement. Franchement, aujourd'hui, si tu dois me dire un classement, pour moi, je mets Jalen Brunson devant, parce qu'il y a les résultats, il y a ce qu'ils font playoff, il faut quand même le reconnaître. Et pour moi, il arrive juste derrière. Pour moi, un mec comme Tyrese Haliburton, il est bon, bien sûr, mais pour moi, il n'est pas du niveau de Cade Cunningham. À mon avis, hein. Après, Tyrese Haliburton, il a d'autres qualités, mais pour moi, Cade Cunningham, en fait, il apporte tellement des deux côtés du terrain, qu'en fait, ça pèse tellement lourd pour moi pour le mettre devant un mec comme Tyrese Haliburton. Après, tu pourras me dire aussi que Brunson, défensivement, il défend pas. En fait, ce qu'il apporte offensivement, que ce soit dans le scoring, à la passe, le niveau de jeu aussi, c'est qu'il se traduit aussi en play-off. Hein. C'est pour ça que je le mets aussi devant, parce que ça se traduit aussi en play-off, donc c'est pour ça. Alors, moi ce qui m'embête un peu, c'est de... Je peux comprendre c'est ton joueur préféré, je peux comprendre, il a peut-être plus de potentiel que Tyrese Haliburton, ça je peux en discuter. Moi, mon gros souci, c'est qu'on sort d'une saison où Tyrese Haliburton, mon frère, collectivement, il est exceptionnel, le mec. C'est la deuxième équipe, je le dis tout le temps, deuxième équipe derrière Boston dans la conférence Est. Il y a rien à dire. Et il a eu des hauts débats, mais il a eu surtout des très très hauts. Vous vous souvenez l'année dernière de ces matchs à 30 et plus de 15 passes, là. 40, il fait aussi. Non, mais surtout des matchs où il fait 15 passes décisives sans jamais perdre le ballon. Il y avait tout ce truc-là. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans la comparaison entre les deux, mais moi j'aime bien les joueurs préférés, mais non, mais t'as raison, il y a les joueurs préférés, il y a le potentiel, et puis il y a la réalité. Et parce que si on est que dans les potentiels, on s'en sort jamais. Et on pourra, au bout d'un moment, pour trancher, ce qui est bien, c'est ce qui se passe sur le terrain. Par contre, j'ai une question pour vous, et pour le coup, ça va à l'encontre de ce que je viens de vous dire, mais imagine, tu mets Cade Cunningham à la place d'Haliburton. Est-ce que ça fait d'Indiana une meilleure équipe, sachant que le style de jeu que joue Indiana est incarné par Haliburton, par ce côté de je pousse vers l'avant, je mets beaucoup de rythme, il y a un énorme pace, je prends des tirs, il y a un petit peu un peu plus de folie que Cade Cunningham. Justement, lui est plus dans le contrôle, c'est une qualité, mais ça peut être un défaut pour un coach qui veut mettre en place ce type de jeu-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que tu réponds un peu à ta question. Le truc de on switch là, alors que le mec est meneur de jeu All-Star,
ça peut pas marcher comme ça. C'est parce que Haliburton est là qu'il joue comme ça. C'est parce que Atlanta a Trae Young que Atlanta joue de cette manière-là. Et on peut en trouver des similitudes entre certaines équipes, tu vois. À un moment donné, c'est un porteur de balle, il prend des pick and roll. Sauf que Haliburton, il n'y a pas deux mecs comme lui finalement en NBA aussi fort à la passe, dans le shoot, à mettre du rythme et tout ça. Tu peux rajouter Team USA pour Haliburton. Oui, non mais Team USA, la Coupe du Monde, et Team USA où il a été excellent. Et Team USA avec avec au jeu, il joue pas, mais il y est quand même. Oui, mais je pensais vraiment sur l'empreinte qu'il m'a. Donc peut-être qu'Indiana serait une meilleure équipe avec Kate Cunningham, mais elle jouerait complètement différemment. Tu vois, donc moi j'ai toujours un peu du mal. Est-ce que vous pensez que si Haliburton était à Détroit, ils auraient gagné plus de 14 matchs l'année dernière? Oui, non, en vrai. T'en dis quoi, toi, cher Jalen? Kerry, son prénom. Franchement, pour répondre, en vrai, par rapport à ce que tu dis, par exemple, si on switch les joueurs, je pense que les Pacers seront une moins bonne équipe. Je pense vraiment. Okay. Parce qu'en fait, il y a un truc incarné par les Pacers, c'est le jeu de Tyrese Haliburton, comme tu l'as dit. En fait, c'est grâce à lui que ça joue comme ça. C'est grâce à lui qu'on échange de Domantas Sabonis, malgré qu'on pensait pas. Moi, personnellement, je pensais pas qu'il pouvait arriver jusqu'à ce niveau-là. Je pensais pas du tout. Mais non, je pense que dans l'histoire du switch, non, je pense pas que. En fait, je pense pas que Kate va rajouter ce qu'a fait les Pacers l'année dernière en finale de conf, ce qui est quand même un exploit avec les Knicks, etc. Moi, j'aime bien le contexte blessure, etc. Mais moi, en tout cas, tant que t'es là, tu joues. Pour moi, c'est un skills d'être en NBA, jouer et être présent. En fait, pour moi, c'est un skill. C'est plus. En fait, c'est une aptitude, on va dire ça comme ça. Mais non, je pense pas. Je pense que l'histoire du Switch, non, je l'imagine pas en fait. Je vous donne, allez, vas-y à la volée pour terminer cette vidéo. Donc Trae Young, ok, Tyrese Haliburton, Kate Cunningham, Darius Garland aujourd'hui, hein, on fait partie des tout meilleurs meneurs. Derrick White, Jrue Holiday, on les met tous les deux. Damian Lillard forcément, Dennis Schroeder, Jalen Brunson. La Melo Ball, bien sûr. Si j'oublie de la Melo, je vais me faire disputer, ce sera bien normal. Voilà les meilleurs meneurs aujourd'hui de la conférence Est. On me met aussi Josh Giddey et Kobe White. Tu vois, donc 1-2 ou démerder après. Comme vous voulez. Voilà, c'est les meilleurs meneurs. Bon, Kate Cunningham, s'il se met à gagner des matchs, très rapidement, on pourrait le voir sur le podium, sans aucun doute. Hein. Pour moi, évidemment, il fait pas tâche dans ses noms, loin de là, il se mélange largement, mais ce qui est terrible de Kate Cunningham, en fait, c'est qu'il fait un bon début de saison, très bon début de saison, que depuis qu'il est en NBA, il fait des stats, il progresse. Donc, on est dans ce qu'on attendait de lui. Le problème, c'est que le contexte des trois, il pue tellement la merde, et je suis désolé de Oh, il y a Liam qui nous écoute! Pardon, Liam. Mais, qu'en fait, on l'a presque oublié, ce garçon. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible pour lui. Donc c'est bien qu'on en fasse une vidéo. Et j'espère vraiment qu'ils vont gagner des matchs et qu'on va pouvoir reparler de Détroit et se pencher un petit peu plus sur ce joueur qui, pour moi, il alterne le côté je peux prendre des risques et le côté contrôle. Dans un basket moderne aujourd'hui, on est d'abord dans la prise de risque, même si c'est pas rentable. Mais vas-y, c'est le basket qu'on veut faire. Lui, je trouve qu'il a ce parfait compromis entre d'abord dans le contrôle. Tu vois, quand il y a des petits meneurs qui défendent sur lui, il va les jouer parce qu'il shoot au-dessus. Je trouve qu'il est très juste. Et en ça, par rapport à Trae Young, à Haliburton, même à Jalen Brunson, je trouve qu'il amène un truc qu'eux n'ont pas. De contrôle. J'ai oublié de citer Tyrese Maxey. My bad à la famille Maxey, attends. My bad, guys. Ok, tu veux rajouter un dernier truc, Jalen? Non, franchement, en tout cas, ouais, je vais rajouter un petit truc. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est la descente de Phoenix pour que Booker revienne à la maison et jouer en poste 2. Je pense que ça serait le rêve. Ah bah d'accord. Bon. Pour quelqu'un qui... écoute, c'est bientôt Noël, mon gars, c'est le moment de la liste au Père Noël. D'espérer. Il a raison. Merci Jalen d'avoir patienté un petit peu pendant la vidéo et de nous avoir appelé. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Jalen. Bon, allez, on verra la suite du calendrier je voulais pas donner d'ailleurs de Détroit. Détroit va donc joue demain soir face à Miami, c'est à Détroit. Ensuite se déplace à Milwaukee, se déplace à Toronto et à Washington. Voilà les 4 prochains matchs de Détroit qui va nous offrir, j'imagine, 4 bons matchs là, avec pourquoi pas quelques victoires. On leur souhaite à fond à nos amis des Pistons et à toute la fanbase, parce qu'elle existe vraiment en France. Ah bah oui. La fanbase des Pistons. Et il souffre. Il souffre depuis longtemps. Voilà. Allez, si t'es sur YouTube, en replay, n'hésite pas à mettre un petit like comme d'hab et un petit commentaire, la famille.